Écoutez le monde vétérinaire autrement sur Veto Micro. Bonjour, je suis Sophie Wilforn, vétote multicasquette, et je me suis fixée comme mission l'amélioration du quotidien des vétérinaires. Et moi je suis Marine Slove, vétérinaire touche à tout, journaliste, consultante et cofondatrice de Veto Job. Bienvenue sur le podcast qui rend la parole aux vétérinaires. Grâce à ce média, nous pouvons enfin livrer notre regard sur la profession. Un regard qui nous est propre, même s'il diffère parfois de la version idéalisée bien ancrée dans l'imaginaire collectif. Vous entendrez ici des consoeurs et confrères, praticiens ou non, se confier sur une tranche de leur existence et interroger leur quotidien de vétérinaire. Nous avons voulu ici nous raconter tels que nous sommes, parler de notre rapport au métier bien sûr, mais aussi et avant tout de notre rapport à la vie. Ici pas de tabou, pas de langue de bois et surtout pas de culpabilité. Vous êtes ici chez nous, mais surtout, vous êtes ici chez vous. Belle écoute. Bonjour à tous et bonjour à toutes. Aujourd'hui, j'accueille Marie Tanguy sur Veto Micro. Bonjour Marie. Bonjour Sophie. Alors Marie, tu es vétérinaire, tu es sortie de Oniris Nantes en 2019 et tu as exercé pendant plus d'1 an en médecine canine. À l'école déjà, tu t'es rendu compte qu'il y avait quelques difficultés dans la profession vétérinaire et tu as donc décidé de cofonder Louveto, une plateforme de mentorat vétérinaire avec Damien Brie. Ensuite, pendant ta première année d'exercice, tu t'es aussi rendu compte qu'il y avait un petit peu de boulot sur le front de la communication, notamment du point de vue des propriétaires d'animaux. Tu as donc cofondé, de nouveau, un Dr Patoun cette fois-ci, avec Damien Brie encore, et également Grégory Santaner. Alors ça fait pas mal de chemin déjà pour une vétote sortie depuis 3 ans seulement, et je vais démarrer avec les questions classiques. Pourquoi et comment vétérinaire ? Alors, c'est une bonne question, Sophie. Je pense que j'ai toujours aimé les animaux. Alors, ça, c'est la réponse bateau. Mais en fait, ce qui était un peu particulier, c'est que mon père était allergique aux animaux quand j'étais petite. Donc, j'ai eu une frustration depuis toute petite de pas avoir d'animaux à la maison. À chaque Noël, je demandais un chat, un chien, et c'était pas possible. Donc, j'ai réussi à avoir un poisson, même 2 poissons quand j'étais petite. Mais ils ont pas eu une fin très drôle. Je pense qu'ils ont pas dû vivre très très longtemps, donc c'était encore plus triste. Je crois que j'ai eu un oiseau aussi que ma grand-mère qu'on avait offert à ma grand-mère, donc surtout ne jamais offrir un animal en cadeau. Qu'on avait offert à ma grand-mère et au final elle était pas trop à l'aise avec les oiseaux, donc on les a récupérés. Mais toute ma vie, j'ai demandé un chien à mes parents et en fait j'ai réussi à en avoir un à mes 16 ans, je pense. Et donc qui est la petite Fidji qui a maintenant 12 ans. Et donc je pense que j'ai vraiment eu une frustration de ne pas vivre avec les animaux quand j'étais petite, et du coup j'ai toujours voulu faire vétérinaire. Ça c'était, je pense que c'est le seul métier que j'ai jamais voulu faire. Et donc je pense que voilà, c'est ça qui m'a donné envie. C'est peut-être un peu particulier comme environnement de veto, de pas avoir vécu avec des animaux, mais voilà, je pense que c'est ça qui m'a donné peut-être encore plus envie de faire veto. Alors, c'est une question que je pose pas, du coup, mais tu m'as donné l'idée de la poser. La passion des animaux, qu'est-ce qui t'attire ou qu'est-ce qui t'attirait dans les animaux, du coup ? Alors, ça, c'est une bonne question aussi. Qu'est-ce qui m'attire dans les animaux ? Je pense que c'est l'absence de jugement. C'est ça que je mettrais en premier. Le fait que quand j'étais petite, j'avais pas confiance en moi. Pareil à l'adolescence. Et en fait, avoir un chien, ça m'a fait beaucoup de bien parce que il y avait cette absence de jugement dans la relation, et aussi parce que j'étais responsable d'un être vivant et il fallait que je me lève le matin pour m'en occuper. Et donc il y a eu ces 2 choses-là. J'ai eu Fidji, j'ai eu une adolescence un peu compliquée, et ça m'a beaucoup stabilisée en fait d'avoir un animal. Et après la relation avec alors je suis plus une fille à chien, on va dire, qu'une fille à chat.
Je justifie ça par le fait que avoir un chien, ça me force à sortir. Alors c'est tout bête, hein, mais ça me force à aller me promener, à aller me balader. Et j'ai l'impression que ce contact avec l'animal permet de reprendre un lien aussi avec la nature. Et ça, j'ai grandi en ville et c'est quelque chose qui m'a beaucoup manqué quand j'étais petite. Et je pense que c'est pour ça que je fais aussi du cheval. C'est peut-être pas très très original, mais pour une fille vétérinaire, on va dire. Mais c'est un petit peu la même chose. J'aimais beaucoup plutôt les promenades à cheval. Et j'ai cette sensation-là. Tu vois, je m'étais jamais trop posé la question, donc c'est intéressant que tu la poses. Mais je pense que ce que j'aime particulièrement avec les animaux, c'est l'absence de jugement et le lien qu'ils nous permettent de faire avec la nature. Voilà. Non, mais c'est intéressant. Et en résultat, donc, tu as voulu continuer ce contact en devenant vétérinaire et peut-être les soigner. Et donc, bon, tu es partie dans un parcours classique, j'imagine. Tu as fait prépa. Exactement. J'ai fait prépa à Rennes, donc dans ma ville, la ville où j'ai grandi. Et puis après, j'ai été à l'école de Nantes. Voilà. Pas très loin de Rennes. Et donc, on va partir, je pense qu'on peut partir directement dans le vif du sujet, en tout cas commencer par une des parties dont on veut parler aujourd'hui. Louveteau, je dis toujours Louveteau, mais Louveteau, j'avais fait déjà la dernière fois, je pense. Donc la plateforme de mentorat vétérinaire, comment ça t'est venu cette envie, cette idée? Alors, ce qui s'est passé, c'est que entre la 4e et la 5e année, donc en fait, c'était mon sujet de thèse, Louveteau, mais à la base, j'avais déjà un autre sujet sur lequel je travaillais depuis quelques mois. Il se trouve qu'entre ma 4e et ma 5e année, comme tout le monde, j'ai fait des stages en clinique véto, et je me suis rendu compte de la réalité du métier et que c'était plus difficile que ce que j'avais en tête et que ce que j'imaginais jusque-là. Et parmi mes contacts, donc je connaissais Damien Brie qui lui a une formation autre que vétérinaire, il a une formation d'ingénieur informatique, donc un tout autre univers que le monde véto. Et en discutant avec lui, il m'a expliqué que le mentorat c'est quelque chose qu'il connaissait lui dans son milieu professionnel et qu'il était étonné qu'on n'ait pas plus ça en vétérinaire pour nous former et nous faire connaître la réalité du métier avant les premiers stages, avant la 4e année. Et donc on en est arrivé à c'est vrai que ça n'existe pas dans la profession vétérinaire, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Lui il est plus du milieu digital, donc on s'est dit peut-être relier les deux mondes, vétérinaire et digital, et faire une plateforme de mise en relation de mentors parmi les vétérinaires. Et c'est comme ça que l'idée est née. Et c'était tellement motivant que en fait j'ai changé de sujet de thèse en cours de route j'ai travaillé sur Louveteau comme travail de thèse, et c'est comme ça qu'on a cofondé la plateforme ensemble. Moi je m'occupais de la partie plus vétérinaire et puis Damien toute la partie technique qui était un gros pavé. Super. Et tu peux élaborer donc sur les difficultés justement que tu cites, que tu as rencontrées en stage? Oui. Alors, ce qui s'est passé, c'est que j'avais fait un stage où j'étais... alors, j'avais fait un stage... Oui, alors il y avait les stages en clinique et puis les premiers remplats, en fait. Comment dire, les premiers remplats, je pense que c'est ça qui a été le plus difficile. Alors, j'avais peut-être pas choisi la voie la plus simple. J'avais fait remplat dans une structure d'urgence. Et donc je me suis retrouvée en 4A à faire les nuits, sauf que c'était un peu compliqué pour une véto de 4e année. Et en fait, ouais, j'ai eu pas mal de... Alors déjà, j'avais la crainte de mal faire. Je pense que ça me bloquait beaucoup dans mon quotidien, parce que j'avais vraiment cette volonté de bien faire et la peur de l'échec, la peur de l'erreur. Mais je pense comme beaucoup de vétérinaires, et en particulier de jeunes vétérinaires qui sortent d'école aujourd'hui. Et donc il y avait cette crainte qui me paralysait. J'étais capable de recompter mes doses, mais juste un nombre incroyable de fois, parce que j'avais tellement peur de faire un mauvais dosage. Enfin bref,
Ça, c'était, je pense, une des premières choses, un manque de confiance en moi important. Le fait que je me retrouvais face à des clients dans des situations pas simples, les urgences, c'est pas toujours facile. Alors c'est le cas dans toutes les filières, hein, même hors hors urgence, mais c'est vrai que je me suis retrouvée directement avec des personnes qui étaient confrontées à ce problème de coût des soins. Et ça, je l'avais pas appris à l'école, ou alors je sais pas, j'étais peut-être pas là au cours où il fallait, j'en sais rien, mais bon, je l'ai pris un petit peu en pleine tête, on va dire, ces premiers soucis au niveau financier. Et puis après une situation qui m'a fait très peur, c'était une petite chienne qui venait alors un chiot en fait, qui avait je crois 2 mois et demi. Les propriétaires venaient juste de la récupérer il y a quelques jours, et en fait elle s'est fait écraser juste devant la clinique. Donc c'était un soir. Ils sont arrivés, alors la chienne était, enfin la dame qui portait la chienne était couverte de sang. Enfin c'était un petit peu enfin traumatisant sur le coup. Et puis surtout les gens, donc la chienne était décédée, hein, j'ai rien pu faire, elle était déjà partie. Et en fait les gens, j'ai su après, donc ils sont sortis de leur gond. Le monsieur m'a menacé de son poing, et en fait le poing est parti dans le mur et pas dans mon visage. Et en fait ils étaient juste trop choqués d'apprendre le décès de leur chienne. Et en fait j'ai appris, la dame m'a dit après en pleurs qu'elle pouvait pas avoir d'enfant, donc c'était leur bébé. Donc ça, bon, je sortais de Piatra, c'était une de mes premières gardes, j'ai fait waouh. Bon, c'est particulier. Et je pense le dernier point, le dernier point, non, c'est pas le dernier, il y en a plein d'autres, mais l'un des points qui m'a fait aussi, qui m'a fait beaucoup réfléchir, c'est que, et ça je le savais pas trop avant, j'ai un sommeil qui est très difficile, et notamment, je te l'ai dit, tu sais, pour caler le rendez-vous de l'enregistrement, j'ai besoin d'avoir des horaires très fixes parce que je me décale souvent dans mon sommeil, et en fait je fais des insomnies, et c'est très compliqué. Et du coup les gardes avec des décalages de journée, des décalages d'horaire d'éveil, en fait c'était pas possible pour moi. Et ça je l'avais pas du tout en tête, je l'avais jamais expérimenté avant. Donc ça a vraiment rendu difficile toutes les gardes que j'ai faites pendant toute ma scolarité. Et c'est pour ça que j'ai, à la sortie d'école, j'ai essayé de plus faire de garde, non pas parce que je n'aimais pas ça, mais c'est juste qu'au niveau sommeil, il me fallait 3 jours de repos derrière pour me remettre d'une nuit sans sommeil, donc c'était pas possible. Et un dernier point dont je me suis pas forcément rendu compte entre la 4e et la 5e année, c'est des soucis. C'est le manque de cours de management qu'on a en école veto en termes de formation. Et malheureusement, ça se ressent quand même quand on sort d'école. Voilà. Donc moi, c'est un des points qui m'a fait quitter la pratique aussi. C'est ça, le manque de formation en management chez certains vétérinaires. Voilà. Je pense que c'est les raisons un peu principales. Et si j'irais aussi et je vais revenir à Louveteau après, parce que là je m'étale. Non, c'est très bien. Non, c'est très bien. Mais un point, je sais plus ce que je voulais dire. Si c'est oui, je reviens sur la difficulté et le dilemme des soins vétérinaires, c'est que et ça, je pense que j'en avais pas conscience à l'école non plus, c'est que oui, il y a pas de sécurité sociale pour les animaux, il y a peu d'assurance encore parmi les animaux en France en tout cas. Et c'est vrai, on peut se retrouver face à des dilemmes quand les propriétaires peuvent pas payer une opération et qu'on se retourne vers l'euthanasie. C'est très difficile pour un véto qui a voulu faire vétérinaire pour soigner les animaux, de prendre la décision d'accepter une euthanasie alors que l'animal pourrait être sauvé pour des raisons financières. Bon, ça je l'apprends à aucun véto praticien, hein, mais c'est vrai que ça fait partie des choses difficiles qu'on apprend en sortie d'école. Et comment dire, et je pense, et je reviens au mentorat, c'est que tous ces problèmes-là,
si je les avais si je les avais découverts avec un mentor avant la 4e année, peut-être que ça aurait facilité ma préparation, que ça aurait facilité, c'est ça, ma préparation à faire face à ces problèmes-là. Et là, je les ai tous eus d'un coup et ça faisait beaucoup, beaucoup d'un coup. Et je pense qu'il y a pas mal de vétérinaires de mon âge qui ont eu cette réalisation-là, enfin cette prise de conscience-là, pardon. Et tout d'un coup, ça fait sûrement beaucoup. Donc le mentorat, c'est pour ça qu'on a eu cette idée-là, c'est d'expliquer et de recréer du lien entre vétérinaires de différentes générations pour que les jeunes générations soient plus accompagnées et soient conscients plus rapidement de la réalité du métier. Voilà, je parle des mauvais côtés, mais bon, il y a plein de beaux côtés au métier. Hein. Bien sûr. Je veux pas, noircir le tableau, mais j'explique juste comment nous est venue l'idée du mentorat. Oui. D'ailleurs, tu dis avant la 4e ou bien dans cette période de transition, qui est la période finalement la plus compliquée quand on part de ce statut d'étudiant où on a moins de responsabilités à quand on prend, tu l'as bien dit, le métier de pleine face où on se retrouve livré à soi-même. Et c'est marrant aussi ce que tu dis sur le fait que si tu avais eu quelqu'un ou l'accompagnement, tu serais peut-être encore en train de pratiquer. Très souvent sur ce podcast, j'entends j'ai failli quitter, j'ai failli arrêter, je me suis posé la question. Et souvent, le pendant qui fait que la personne reste, c'est une rencontre. C'est souvent il ou elle va dire tiens, j'ai rencontré telle personne et cette personne m'a redonné goût à, et en fait finalement cette personne-là c'était simplement un mentor, je pense. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Et non, mais ça, je suis entièrement d'accord avec toi. Je pense que le lien, il est essentiel dans notre profession. Je pense que ceux qui font vétérinaire, on a une fibre émotionnelle peut-être un peu plus forte que d'autres personnes, on va dire. Et je pense que le lien, il est particulièrement important et il nous permet de tenir. Et c'est là aussi où l'ambiance dans les structures, l'ambiance dans les cliniques, le management sont des points vraiment clés. Parce que si on a tous ces problèmes-là et qu'on n'est pas soutenu autour de nous dans la structure, ça devient quasiment mission impossible. Et là, le risque, c'est de mettre vraiment sa santé en jeu. Donc, je pense que le lien entre nous, il est essentiel. Ouais. Donc, ça m'étonne pas que ce soit des rencontres qui fassent rester, qui permettent aux gens de rester en clinique. Ouais. Tu parles au premier lieu, quand tu as cité tous les différents éléments qui t'ont fait pencher ou trouver en tout cas l'idée de l'Uveto et puis qui ont créé la trajectoire de ta carrière, on va dire. La crainte de mal faire, la peur de l'échec, le manque de confiance en soi, c'est des choses qui reviennent souvent, pas que en vétérinaire, mais c'est quand même dans les métiers de soins, je pense souvent, le fameux syndrome de l'imposteur. À quoi c'est dû, tu penses ? Je pense que c'est dû au fait que déjà on a une quantité d'informations à connaître qui est importante et qui est impossible. De toute façon, c'est impossible de tout savoir sur le bout des doigts. On va dire, l'important c'est de savoir où chercher les informations quand on se retrouve face à un cas qui nous pose question. Maintenant, je pense qu'il y a ça, la quantité d'informations et surtout le fait que, alors c'est peut-être français ça, après j'en sais rien, j'ai pas assez vu le monde pour le dire par moi-même, mais souvent on dit que en France on n'a pas le droit à l'erreur. C'est peut-être aussi notre éducation qui fait que on se dit qu'on n'a pas le droit, à l'échec, on n'a pas le droit à l'erreur. Et puis après, donc ces deux points-là, et puis après combiné au fait que on veut bien faire, on veut soigner les animaux et qu'on a quand même la vie d'animaux entre nos mains. Je pense que la combinaison de ces trois facteurs fait que on se met une pression parfois inconsidérée, énorme sur les épaules, alors que le mieux c'est de prendre du recul et je pense qu'avec du recul on est meilleur quel que soit notre métier. Donc voilà, moi je dirais ces trois points-là. En tout cas je dirais pour moi en tout cas. Et oui, puis cette fibre émotionnelle dont tu parles aussi, je pense que peut-être ça vient exacerber ces émotions, on va dire.
Tout à fait, tout à fait. Et peut-être la sélection aussi qu'on fait. Alors ça, j'en sais trop rien, mais peut-être aussi qu'on est sélectionné. Alors jusqu'ici, parce que c'est en train de changer, mais on était sélectionné sur peut-être des compétences peut-être trop émotionnelles en prépa. On veut tous bien faire, on est perfectionniste, donc. Bon, ça arrange peut-être pas les choses, mais je crois que c'est en train de changer, donc c'est une bonne chose, je pense. Non, mais t'as raison, une culture, enfin c'est ce que tu dis, la culture de l'échec, la culture de la réussite, une culture du coup très forte de la réussite, et en stigmatisant l'échec, exactement, de l'excellence, qui n'est pas forcément un bon terrain pour la confiance en soi, clairement. Non, c'est ça, exactement. Et puis si tu rajoutes la vie d'animaux entre tes mains, ça fait tout de suite un combo explosif niveau confiance en soi, c'est sûr. Et puis en plus, je pense que tout praticien fait des erreurs, c'est obligé en fait. Donc on sera tous confrontés à ce genre d'erreurs un jour ou l'autre. Donc c'est quelque chose d'assez universel dans la profession, et quand on le vit pas bien, c'est catastrophique, quoi. Enfin, il faut réussir à passer outre. Mais bon, c'est plus facile à dire qu'à faire, ça clairement. Ouais, clairement. D'accord. Et Louveteau, du coup, c'est censé venir aider, pallier à toutes ces choses, aider. Comment ça fonctionne concrètement, le mentorat et ta plateforme? Alors la plateforme, je vais commencer par la plateforme et puis après je parlerai du mentorat. Donc sur la plateforme, à l'inscription, les vétérinaires qui soient étudiants ou jeunes diplômés et mentors, mais je veux dire, on met pas de limite d'âge ou de limite de diplôme à l'inscription. Donc tous les vétérinaires peuvent s'inscrire et lorsqu'ils s'inscrivent, ils choisissent soit un profil de mentor, soit un profil de mentoré, qu'on appelle les louveteaux, les mentorés sur la plateforme. Et ce sont uniquement, donc ils remplissent leur profil veto, l'expérience, leurs préférences de mise en relation, toutes ces choses là sur leur profil. Et c'est ensuite les jeunes vétérinaires qui demandent, qui font une recherche en fait en fonction de critères qu'il aurait personnels, enfin des critères de recherche personnalisés à leur souhait. Et ensuite l'algorithme va leur proposer des profils de mentors qui correspondent le plus à leurs besoins ou à leurs souhaits. Et donc ces jeunes vétos peuvent faire une demande de mise en relation à ce mentor, et c'est le mentor qui a la décision finale d'accepter ou non la mise en relation. Donc voilà pour le fonctionnement global de la plateforme. Et puis ensuite le mentorat. Donc le mentorat, peut-être que je vais revenir sur une définition. Alors il n'y a pas de définition très claire qui existe. Et ça, c'était lors de ma thèse, c'était un des premiers constats que j'ai fait, c'est que le mentorat, souvent chacun en a une définition un peu personnelle. Mais le mentorat, on peut dire que c'est une relation d'échange qui est bénéfique aux deux parties. Et ça, c'est vraiment important. C'est autant bénéfique pour le jeune véto que le vétérinaire expérimenté. Donc c'est une relation bénéfique aux deux parties, dans lequel une personne plus expérimentée va conseiller une personne plus novice et dans le domaine d'intérêt. Donc on peut être mentor dans un domaine et puis mentoré dans un autre. C'est en fonction de son expérience et puis de ce qu'on a vécu, de ce avec quoi on est plus à l'aise. Donc voilà pour la définition du mentorat. Et dans les bénéfices qu'on peut y voir, et il y en a énormément, donc je vais citer que les plus importants, mais pour le mentoré, c'est gagner en confiance en soi plus rapidement, avec des conseils, et c'est important, des conseils d'une personne qui est pas là pour juger en fait, qui est pas là pour juger ce qu'on a fait une erreur, il n'est pas normalement une relation de mentorat, ça doit pas être dans le jugement. Et c'est ça qui est rassurant, d'avoir quelqu'un à qui se confier sans la peur d'être jugé. Donc une amélioration, enfin une augmentation de la prise de confiance en soi, une limitation de l'idéalisation du métier, parce qu'on comprend mieux ce que c'est qu'être vétérinaire avec quelqu'un qui
qui nous en parle sans tabou. On peut lui poser toutes les questions qu'on veut. Et puis après, forcément aussi, le fait d'augmenter son réseau en tant que mentoré dans les plus jeunes années, entre guillemets, de carrière, ça fait qu'on accélère forcément sa carrière, puisque le mentor va nous faire rencontrer des gens lui aussi. Donc voilà, c'est aussi un accélérateur de carrière. Et puis à l'inverse, et tu me dis si je parle trop, Sophie, hein, tu me coupes. Mais absolument pas, je suis toute fille. Et à l'inverse, pour le mentor, et parfois c'est là où on peut se dire que le mentor n'a pas grand intérêt à rentrer dans une relation de mentorat, mais c'est faux. Pour lui, alors en particulier, je vais parler pour la profession veto. C'est le fait de se mettre un petit peu à jour de ce qui se fait dans la profession, des nouvelles pratiques qui sont enseignées à l'école. C'est le fait de recréer du lien aussi avec la jeune génération. Souvent, on reste un petit peu entre générations, mais quel que soit notre âge, je pense. Et c'est vrai que ça permet de recréer du lien avec la jeune génération dans un autre cadre que celui du travail ou de la clinique. Et c'est aussi intéressant, on parle souvent de reverse mentoring. Dans une même relation de mentorat, on peut avoir le mentor qui parfois, la relation s'inverse et c'est le mentoré qui devient mentor sur certains aspects. Par exemple, sur le digital, là c'est intéressant de parler de reverse mentoring. Et puis enfin, même si ça doit pas être l'objectif du mentorat, sinon le risque c'est d'avoir une relation qui est biaisée. Le mentorat peut aider à recruter, mais il faut vraiment pas voir le mentorat comme un lien vers le recrutement. C'est plus quelqu'un qui va être mentor, qui va faire ça parce que ça lui plaît, parce qu'il a envie de faire progresser le jeune, pour des bonnes raisons de mentorat, forcément, il va avoir plus de facilité à recruter parce que le jeune mentoré va parler de son mentor à d'autres de sa promo, à son entourage. Donc, voilà, une belle personne aura plus de facilité, on va dire, à recruter. Et surtout, si c'est un mentor, il a normalement la fibre d'aller vers l'autre. Donc voilà, c'est plutôt des choses positives pour le recrutement, mais je le répète, il faut pas devenir mentor pour recruter, c'est pas une bonne raison, et puis de toute façon ça marchera pas. Donc voilà pour les intérêts réciproques, on va dire, mentoré mentor. Et puis peut-être une dernière chose, parce que c'est une des questions qui revient souvent. Surtout dans notre profession où on a la tutorée qui est une année qui fait partie de la formation de certains vétos. Le mentorat, c'est vraiment la transmission de soft skills, c'est pas du tout la transmission de compétences techniques. Alors tant mieux si ça vient en complément. Mais l'objectif, c'est de monter en compétences humaines, en savoir-être et gagner en confiance en soi. Donc voilà, ça c'est important. C'est pas du tout le mentorat prend pas la place des écoles dans la formation. C'est pas un apprentissage des gestes techniques, mais vraiment un apprentissage plus de tout ce qu'il y a autour pour devenir un vétérinaire équilibré, on va dire. Ce qui me permet de reboucler d'ailleurs vers une question que j'avais sur Louveteau, oui. Parce que tu me parlais de recherche de critères des mentorés. Oui. Quand ils recherchent les mentors, ils recherchent plutôt sur des compétences scientifiques ou plutôt des soft skills, du coup, compétences comportementales? Alors, jusqu'ici, la recherche, c'est plus compétences, je dirais pas scientifiques, mais plus d'expérience de carrière. Qui sont les critères de recherche. Après, il y a un petit espace d'écriture libre pour se présenter. Et donc, on essaye de motiver les jeunes vétos à aller lire ces quelques lignes, parce que c'est toujours intéressant d'apprendre à connaître la personne plus en détail et voir s'il y a du feeling qui s'installe. Mais l'objectif, c'est qu'on aille vers plus de critères qui soient basés sur les soft skills. Et après, ce qu'on essaye de quand même de mettre en place, on va dire, chez les jeunes vétérinaires, c'est que même si la recherche se fait en fonction de l'expérience et de la filière du mentor,
c'est justement de pas s'arrêter à ce qu'on souhaite faire, mais au contraire d'aller voir des filières qu'on n'aurait pas du tout eu en tête jusque-là pour essayer de comprendre comment le mentor est arrivé dans cette filière-là. Est-ce que il s'est réorienté? Et c'est quasiment même plus intéressant de discuter avec des vétérinaires d'autres filières plutôt que de sa filière. Ça permet d'ouvrir l'esprit au maximum et de comprendre mieux le fonctionnement du monde veto dans son ensemble. Alors ça, c'est la partie mentorat, on va dire, extérieure à sa clinique. Est-ce que tu vois ce genre d'accompagnement s'instaurer au sein d'une même clinique, par exemple? Eh ben, c'est une excellente question. Alors toutes les relations de mentorat sont différentes et je jugerai pas. Il peut y avoir des relations intracliniques qui se passent très bien et qui sont bénéfiques aux deux mentorés et mentors. Maintenant, il faut juste faire attention aux relations intracliniques, aux relations de mentorat intraclinique. C'est que il faut pas que ça tombe dans le biais, on va dire, parce que en intraclinique, il peut y avoir des intérêts de réussite de la personne biaisé par la volonté de réussite de la clinique. Donc surtout si on est alors entre deux salariés, c'est peut-être plus moins fort, mais en tout cas entre un associé et un salarié, bon, ça peut être une situation qui peut être biaisée. Alors après, il y a des cas où ça peut très bien se passer et que cet intérêt de voir réussir la clinique ne biaise pas la relation, mais il faut juste avoir ça en tête. Et puis après, c'est aussi bien d'avoir des mentors dans d'autres structures pour voir comment ça se passe ailleurs aussi, et surtout de pas avoir peur de dire les choses, parce que quand on est dans la même structure, bon, si on a des différends au niveau des gardes, de la gestion d'un cas, bah c'est sûr que l'autre veto, il y a le risque qu'il ait moins de recul sur cette situation-là qu'un vétérinaire qui est complètement dans une autre structure. Donc voilà, ça c'est mes retours. Okay. Mais après, encore une fois, chaque relation est différente. Et puis si ça se passe très bien entre un mentor et un mentoré dans la même structure, bah tant mieux, c'est chouette. C'est tant pis s'ils sont dans la même structure, c'est pas grave quoi. Il faut en profiter quand même. Et est-ce que tu mets une durée sur une relation mentorat-mentoré? Non, je mets pas de durée. Alors après, il faut que ça dure quand même un petit moment, un minimum, on va dire, pour qu'une relation de confiance puisse s'installer. Mais après, il y a des relations de mentorat qui deviennent des relations amicales dans la durée. Donc, je mettrai pas de durée, juste de s'accrocher au début. Peut-être. Alors déjà, c'est une question de feeling aussi au début. S'il y a pas de feeling, bon, il faut pas essayer l'impossible. S'il y a pas de feeling, bah, il faut trouver une autre personne. Mais il faut aussi laisser sa chance à la relation. Donc essayer de connaître la personne pendant plusieurs semaines, plusieurs mois avant de se dire bon bah non, c'est pas, ça marche pas. Donc voilà, je mettrais juste cette attention là, mais après je dirais pas qu'il y ait pas de durée prédéfinie à une relation de mentorat. Et est-ce que l'amitié peut être un biais aussi? Je me pose la question là, je me dis parfois plus on connaît quelqu'un, plus on a de difficulté à dire les choses. Ouais. Bah c'est possible. c'est pas une question qu'on me pose souvent, mais effectivement mais après peut-être que, mais souvent, enfin ça je l'ai souvent entendu, des relations de mentorat qui sont très proches et qui durent dans le temps, souvent ça devient une relation amicale et en fait au-delà d'un mentor, on a gagné un ami. Donc je pense que il peut y avoir des biais si effectivement on n'arrive pas à se dire les choses, ou on n'ose plus dire les choses, et là peut-être il faut aller vers une autre relation de mentorat, mais en tout cas il faut pas perdre un ami pour ça. Ah bien sûr. Non, je ne présupposais pas ça du tout. Non, c'était plus l'idée de peut-être que c'est le moment de passer à un autre mentor qui peut-être a un peu plus de recul parce qu'il nous connaît moins intimement, j'allais dire. Ouais, tout à fait. Non, je suis d'accord avec toi. Bon, bah chouette. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu voulais rajouter sur Louveteaux avant que... Ah si, moi j'avais une question encore. Ça me vient. Ben évidemment, t'es pas sans savoir qu'on manque cruellement de veto aujourd'hui sur le terrain, et qu'en clinique on est plutôt surbooké. Et qu'est-ce qui fait qu'un vétérinaire mentor va avoir envie de trouver le temps de s'inscrire sur ta plateforme ou faire du mentorat de manière générale? Ouais.
Ça, c'est une question qui s'est posée au tout début. En fait, on s'est dit, quand on a créé Louveteau, on s'est dit le plus compliqué, ça va être de trouver des mentors parce que de toute façon, ils ont pas le temps, ils ont vraiment autre chose à faire de leur journée. Et donc, au début, on a mis la com à fond sur les mentors parce qu'on s'est dit, on aura trop de mentorés dans tous les cas. Et en fait, pas du tout. C'est beaucoup plus facile de gagner des mentors sur la plateforme que des mentorés. Alors, ça peut être bizarre. Mais en fait, malgré la charge de travail, et ça se voit encore ces derniers mois et ces dernières années, et ça augmente, hein, ça c'est clair. Mais malgré ça, on a toujours plus de facilité à trouver des mentors parce qu'ils ont cette envie de transmettre, cette envie d'éviter aux jeunes générations parfois les difficultés que eux ont eues. Et ils ont envie d'aider des jeunes à s'installer comme eux l'ont fait plus jeunes. Donc il y a vraiment cette envie de transmettre qui est toujours là malgré la charge de travail. Et donc j'ai pas vraiment de réponse à ta question sur le pourquoi ou le comment, mais en tout cas les vétos mentors sont toujours là pour répondre aux besoins des jeunes vétérinaires. Et c'est peut-être même les jeunes vétos qui parfois se rendent pas trop compte de l'intérêt que pourrait avoir le mentorat, ou alors quand ils s'en rendent compte, parfois c'est trop tard, ils ont déjà eu des mauvaises expériences et ils pensent plus forcément même au mentorat et ils se réorientent. Donc cette question-là, elle me fait pas peur parce que je trouve que les mentors sont vraiment au rendez-vous et je suis très fière de voir leur implication et leur volonté d'aider la jeune génération. Ça fait plaisir à voir. Est-ce qu'il y a un âge pour être mentor? Non, pas du tout. Alors ça, c'est une des questions qui revient souvent aussi. On peut être en 5e année et faire un très bon mentor de première année. Tout ce qui compte, c'est d'avoir un peu plus d'expérience que la personne. Et puis après, en fonction de l'âge aussi, pour un mentoré, c'est bien de s'entourer de plusieurs mentors, peut-être d'âge différents justement, pour avoir plus de choses plus de recul à prendre de ces relations de mentorat. Mais en tout cas, non, aucune limite d'âge. La plus grosse limite, je dirais que c'est la confiance en soi des mentors qui parfois pourraient très bien être mentors et qui osent pas. Donc au-delà de l'âge, c'est plus une confiance en soi qui est nécessaire, mais il n'y a pas besoin d'avoir une expérience incroyable pour devenir mentor. N'importe quel vétérinaire a des choses à apporter à un plus jeune que lui. Donc il faut pas avoir peur de ça. Top. T'as des recos d'ailleurs à donner à des gens qui peut-être aimeraient se lancer mais sont pas sûrs d'avoir les compétences, les qualités? En tant que mentor, il faut vraiment pas hésiter. Alors les compétences et les qualités, de toute façon, on n'est pas sur une relation qui va être sur de la technique en fait. Donc déjà, il faut s'enlever ce poids-là. Vous n'allez pas devenir un professeur de jeunes vétérinaires. Donc déjà, normalement, ça enlève un gros poids. Il y aura pas de jugement sur ce que vous enseignez en matière de technique. Donc ça, il faut s'enlever ce poids-là. C'est plus du relationnel, avoir envie de connaître l'autre et avoir envie d'aider l'autre. Et puis si vous avez ça, normalement, il faut pas grand-chose de plus. Si, quand même un petit peu de temps à lui consacrer, mais voilà, il faut pas grand-chose de plus. N'importe qui peut mentorer un plus jeune que lui, et même un première année pourrait peut-être mentorer une personne qui s'intéresserait au monde veto, donc qui serait pas encore dans le cursus. Donc je pense qu'il n'y a pas de question de limite et il faut vraiment oser. Super, merci pour toutes ces recos. Alors transition, sauf si tu avais quelque chose à rajouter sur Louveteau. Non, je pense pas. Alors déjà. Oui, c'est déjà pas mal effectivement. Docteur Patoun. Alors, je te propose déjà avant qu'on aille dans l'idéation, déjà peut-être résumer ce que c'est aujourd'hui le Docteur Patoun, parce que ça a déjà bien évolué. Oui, c'est vrai, effectivement, et ça change un peu souvent, ça évolue assez vite. Donc Docteur Patoun, c'est une agence de création de contenu et d'événements dans le domaine de la santé et du bien-être animal. Et donc concrètement, parce que parfois on nous voit un peu partout, mais sans trop savoir ce qu'on fait, on a cinq univers en fait dans Docteur Patoun, pardon. La partie Docteur Patoun Studio, qui est notre agence de création de contenu pour les professionnels de la santé animale
animal, donc vidéo, podcast, community management, gestion de newsletter pour nos clients. Donc ça c'est la première brique. La deuxième brique c'est Dr Patoun, la marque grand public avec laquelle on s'exprime pour essayer d'éduquer un petit peu les propriétaires, de les sensibiliser à la prévention et au bien-être de leur animal. Et on a nos 2 événements originaux, donc le Trophée Vet Nordais, qui est un concours d'initiatives positives mis en place par des ASV dans leur structure vétérinaire, et ma clinique veto préférée, le tout dernier événement qui est tout juste sorti cette année. Cette fois, c'est la volonté de mettre en avant les équipes soignantes vétérinaires dans leur ensemble, veto et ASV, et de pousser la clientèle à dire tout le positif qu'elle pense de leur équipe soignante. Donc ça, c'est notre 4e brique, ma clinique veto préférée. Et puis la dernière brique, en fait, c'est Louveteau, qui a été adopté entre guillemets par Dr Patoun, mais qui historiquement est plus ancien, parce que c'est ce qui nous a fait nous rencontrer avec Damien et Grégory. Donc voilà pour les 5 univers. Dr Patoun, c'est peut-être plus clair comme ça, parce que souvent, moi, j'ai des questions sur mais vous faites quoi au juste? Donc voilà, c'est un peu plus clair. C'est top. Et on mettra des liens évidemment dans le résumé du podcast, comme ça les gens pourront aller voir concrètement ce que c'est tout ça. Alors, comment c'est venu l'idée de Dr Patoun? Alors, comment c'est venu Dr Patoun? J'ai exercé pendant 1 an à peu près en clinique canine et puis 6 mois en clinique féline. Comment dire, je me suis rendu compte qu'il y avait du travail à faire en matière de communication. Alors, dans un premier temps, c'était aux propriétaires d'animaux. Ça, je m'en suis rendu compte en clinique. Et comment dire, avec Damien, on a voulu essayer donc Damien qui est cofondateur de Louveteau, on a essayé de vulgariser certains aspects de la profession. Par exemple, expliquer les coûts vétérinaires, pourquoi les prix vétérinaires étaient tels qu'ils sont, et en quoi ils sont pas surévalués. Et donc en fait on a commencé à faire ces vidéos-là, c'était pendant la première vague, le premier confinement. On a fait ces premières vidéos et on a voulu les montrer pour avis à plusieurs personnes, dont Grégory Centenaire. Et Grégory nous a dit c'est très bien ce que vous faites, mais bon, c'est pas juste pour le plaisir, il faut que vous en fassiez une boîte en fait. On a fait waouh, on n'avait pas du tout ça en tête. On avait d'autres projets en cours, donc on s'était dit c'est peut-être un peu compliqué de créer une entreprise là-dessus. Et en fait, on est revenu vers Greg en lui disant écoute, on veut bien faire une entreprise, mais par contre que si toi tu t'en fais partie. Et puis il nous a dit oui direct, donc c'est comme ça que ça s'est créé. Et donc après on a un petit peu agrandi nos objectifs, et on parle plus uniquement aux propriétaires d'animaux, mais voilà, on a un axe de communication et on essaye d'amener du positif surtout dans les structures vétérinaires via nos contenus et nos événements originaux. Donc ça a commencé donc vraiment le côté vidéo là, grand public que vous faisiez au début et puis que vous faites toujours, qui est assez canon. Je fais une petite un petit pitch là, mais j'encourage vraiment les gens à aller voir votre dernière vidéo que j'ai trouvé super. D'ailleurs, tu peux peut-être l'expliquer rapidement. Oui, alors moi je suis pas du tout axée jeux vidéo. J'ai dû faire Alexandra Lederman dans ma vie. Les fans de poney et de chevaux me reconnaîtront. Comment dire, oui, je suis pas du tout fan de jeux vidéo, et en fait il y a un jeu vidéo qui s'appelle Stray, qui est sorti cet été, je crois, et qui se met dans la peau d'un chat en fait. Et on m'a donné l'idée, pourquoi est-ce que tu jouerais pas à ce jeu et que tu commenterais, est-ce que c'est réaliste, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil veto à partir de ce jeu-là. Au début j'ai dit mais qu'est-ce que je vais faire d'un jeu vidéo pour vulgariser des conseils aux propriétaires d'animaux. Et en fait ça se fait tout seul, parce que c'est très facile d'aborder l'univers du chat, parce que déjà le jeu est vraiment bien fait et il respecte beaucoup de choses du comportement et de l'univers du chat. Et donc en fait ça se fait très facilement d'arriver à donner des conseils. Donc on est en train de jouer et puis on conseille sur un moment le chat se gratte, on parle des antiparasitaires, on parle de la 3D du chat, parce que le jeu est très très axé sur la hauteur et sur le saut, et donc ça c'est assez représentatif de la 3D du chat. Donc
voilà, le territoire. Enfin bref, c'est assez. Enfin voilà, j'étais la première étonnée, mais il y a beaucoup de choses à dire avec un jeu vidéo sur les chats, finalement. C'est canon. Et vous avez mis combien de temps je me posais la question quand je regardais. Vous avez combien de temps bout à bout pour aboutir à Alors, ça? tu parles du tournage ou Ouais, du du tournage tournage, enfin du montage? tournage. Je veux dire, vous avez filmé combien de temps pour aboutir à ce que vous avez fait là? On a filmé 30-45 minutes à peu près. Non, je dirais 40 minutes, mais sachant qu'il y a des choses qu'on n'a pas mis parce que la vidéo commence à être trop longue. Donc il y a des choses qu'on a gardées pour une éventuelle deuxième si jamais si jamais ça dit aux gens. Mais ouais, voilà, c'est ça, une quarantaine de minutes. Ok, super. Alors t'es à plein temps aujourd'hui sur ces deux projets, je pense. Hein, tu bosses plus du tout en clinique. Non. Oui, maintenant, ouais, ça fait ouais, quasiment. En fait, Dr Patoun a démarré très très vite et je suis passée à plein temps quasiment tout de suite en fait. Donc, on a eu de la chance sur le démarrage et ça a fait que dès le début, on a eu beaucoup de travail et on a recruté au fur et à mesure des besoins. Mais ouais, ça a été très intense dès le début et au début, je voulais faire un peu de mi-temps et non, c'est pas possible. Peut-être que j'y reviendrai un jour, mais là, non, il y a trop de travail. Oui, parce qu'en fait, je dis 2 projets, mais en fait, en vrai, il y en a 5. Oui, c'est ça, 5. Ouais, c'est ça, 5. Après, ils sont assez liés, en fait, tous les 5, par Louveteau qui est un peu particulier, mais les 5 sont quand même assez, ils vont dans le même sens, on va dire, d'essayer d'améliorer le quotidien des vétérinaires, et des ASV. Mais c'est vrai que oui, on a 5 projets, 5 projets en parallèle. Et c'est une question que je pose assez régulièrement sur ce podcast, cette fibre entrepreneuriale, tu l'expliques, tu la connaissais, tu l'expliques comment tu la vis aujourd'hui? Je l'explique. Je pense que c'est Louveteau qui m'a appris l'entrepreneuriat parce que alors j'avais pas du tout une fibre entrepreneuriale. Il y a personne dans ma famille qui est trop entrepreneur, donc j'avais pas du tout cette fibre. En général, on t'entend même plus le CDI, c'est le Graal, c'est la sécurité. Donc j'étais pas du tout dans cette optique-là. Et en fait, grâce à Louveteau, parce que du coup, sur la thèse, en fait, j'ai travaillé sur le fond et la forme, on va dire, et on a travaillé sur la communication autour de Louveteau, la création de la marque, la création, enfin, de la marque, du logo, la création de toute la communication. Et ça, c'est un univers que je connaissais pas. J'ai rencontré énormément de gens grâce à Louveteau aussi au début. Et en fait, Louveteau, c'était un projet entrepreneurial, mais je le savais pas. Et j'ai découvert à la fin, je me suis dit, mais en fait, j'aime beaucoup ça. Donc après, je suis sortie de l'école, j'avais Louveteau en parallèle de la pratique clinique, et j'aimais bien continuer à travailler l'entrepreneuriat en parallèle. Et en fait, quand comment dire, la possibilité de lancer Dr Patoun a vu le jour, je pense que grâce à Louveteau, j'ai eu beaucoup moins peur parce que je me suis dit, ah mais ça me plaît, en fait, ça va être juste Louveteau, mais en plus complet, on va dire, parce que c'est une création là d'entreprise vraiment. Donc ouais, c'est comme ça que c'est venu. Et puis je pense être au contact de Damien aussi, qui lui a eu a eu une ou deux entreprises avant Dr Patoun et avant le projet Louveteau. C'est lui aussi qui m'a donné le goût, et je pense c'est Greg qui a complété les choses parce que lui c'est un serial entrepreneur, on va dire. Donc lui il a complété le tableau, et ce qui fait que oui, aujourd'hui l'entrepreneuriat, j'aime beaucoup ça. Et j'aurais beaucoup de mal à revenir en tant que salarié. Donc parfois je me pose la question de revenir en pratique clinique, mais j'arriverai pas à être salarié, ça c'est sûr. Donc je reviendrai peut-être, mais en tant qu'associé. Et donc voilà pour la partie entrepreneuriale. Et ce qui me plaît aussi, c'est d'être ma propre patronne, entre guillemets. Ça donne de grosses responsabilités, ça c'est sûr qu'on n'a pas en salariat, mais ça donne aussi de grosses libertés, et ça j'aurais du mal à quitter cette liberté-là. Je comprends. Et aussi, je pense que t'as un petit peu ces mêmes passions, on va dire, pour l'entrepreneuriat. Complètement. Et j'ai plein de questions qui me viennent. Je sais même pas par où commencer. Parce que tu me parles d'entrepreneuriat, mais tu me parles de créativité aussi, qui est quelque chose qui revient quand même beaucoup. Et la question que je me pose et que j'ai envie de poser, est-ce que tu penses qu'en fait, c'est des, je sais pas si c'est des compétences, c'est le bon mot, plutôt des traits de caractère qui sont
inhérent chez beaucoup de vétérinaires, beaucoup plus qu'on ne le pense? C'est possible. J'ai pas de réponse toute faite ou d'études sur laquelle me baser, mais par contre, ça se voit dès qu'on laisse les vétos un peu s'exprimer niveau créativité, ça donne des super choses. Il suffit de regarder un peu sur les réseaux sociaux. Donc, c'est peut-être un trait qui est pas trop encouragé dans nos études, parce que bon, dans nos études, on apprend juste à apprendre et à retenir des choses, mais je pense qu'effectivement, quand on travaille un peu cette créativité-là, on arrive à la développer. Donc non, je pense que tu as raison. C'est pas un trait de personnalité qui est développé pendant les études, mais peut-être qu'il est quand même là lors de la sélection. J'en sais rien, mais oui, je trouve qu'il y a pas mal de vétos qui ont pas mal de créativité et qui aiment l'entrepreneuriat. Et qui m'emmène vers une deuxième question que j'avais en tête de te poser, parce que tu fais la différence salarié et donc associé. Oui. Est-ce que tu penses que c'est impossible du coup d'être entrepreneur et créatif en tant que salarié? Non, pas du tout. Et en plus, il faut juste avoir un cadre qui le permette. Donc, en gros, un cadre managérial qui permette cette expression, on va dire, de gestion de projet ou d'entrepreneuriat. C'est vrai que c'est pas forcément très courant encore en profession veto, mais je pense que ça va changer. Je dis ça déjà parce qu'on le remarque. Alors, c'est pour les ASV cette fois, mais bon, les structures qui poussent leurs ASV à créer des choses, j'imagine qu'elles poussent aussi leurs veto salariés à créer des choses. Mais toutes les ASV qu'on voit participer au trophée Vet Nurse Day, c'est des patrons qui laissent leurs ASV exprimer leur créativité et également leurs idées, leur volonté un petit peu entrepreneuriale. Donc, je pense que c'est en train de changer. Et qu'est-ce que j'allais dire d'autre? Et deuxième point, je rebondis sur ce que tu dis là. Je pense qu'en fait, c'est l'avenir des cliniques véto de donner plus de responsabilités et plus de projets aux vétérinaires et ASV, en tout cas aux salariés dans leur ensemble, parce qu'il y a une étude, et alors là, je pourrais te redonner, j'ai pas la source là en tête, une étude qui est sortie il y a pas très longtemps sur les raisons du burn-out. Donc là, c'était uniquement chez les vétos, et c'est sorti aux États-Unis, et en gros, c'était sur les raisons et les solutions à mettre en place. Et dans la conclusion, il disait que le management allait être une des voies d'amélioration, des leviers d'amélioration pour lutter contre le burn-out. Et surtout, il y avait la gestion de projet dans ces moyens de lutte, et en gros d'investir les salariés dans la création de projets, et voilà, c'est un moyen de lutter contre l'entrepreneuriat, donc contre le burn-out. Donc j'aime beaucoup ta question, parce que je pense que c'est l'avenir, et au contraire, les établissements où les salariés ont pas trop de projets, ont pas trop de choses à se mettre sous la dent, peut-être que ça facilite le turnover aussi. Donc ouais, non, j'ai un peu opposé les deux, mais je pense qu'ils sont pas, il faudrait qu'ils soient pas opposables. Parce qu'en plus, on parle de burn-out, mais on parle aussi de bore-out maintenant, qui est un terme un peu moins connu. Ouais. Mais ce côté, finalement, où le résultat est le même, parce que on n'est pas épanoui dans son travail. Et juste pour clarifier, tu parles de management dans le sens, pas tout le monde devient manager, mais dans le sens où on améliore notre pratique de management, c'est ça? Oui. Okay. Oui, c'est ça. Alors soit que les vétérinaires qui ont des responsabilités de management se forment. Enfin, il y a des vétos qui sont managers et qui sont très bons. Mais pour ceux pour qui c'est pas forcément simple et évident, peut-être d'aller vers de la formation, ou alors l'autre solution. Et ça, je sais que c'est tabou, ça pose certaines questions, mais c'est d'aller vers des managers qui sont pas forcément vétos. Et qui seront bons en management, qui pourront pas aider sur des questions veto pure technique, et ça c'est normal, mais c'est pas forcément non plus le besoin d'un manager. Donc voilà, c'est les deux idées que j'ai. En tout cas, c'est d'essayer d'améliorer un peu
le management de manière générale dans la profession, parce que pour en discuter avec d'autres jeunes vétos qui se posent des questions sur leur avenir dans la profession, la question du management, ça revient, c'est quasiment un des points cruciaux en fait. Donc oui, je pense que c'est important que ça change un petit. Tu te soulèves un vrai débat là, hein, c'est de dire est-ce qu'on les deux sont pas indissociables, hein, ceci dit, mais est-ce qu'on améliore le management ou est-ce qu'on lâche la casquette du management? Je pense que ça part, c'est toujours la même chose, c'est identifier ce qui plaît et ce qui fait épanouir les gens. Et s'il y a des vétos qui ont envie d'être managers et qui ont une fibre et qui ont envie de se former là-dedans, il faut pas les reprocher. Et à l'inverse, si on n'a pas envie d'être là-dedans, mais ça se retrouve dans le monde de l'entreprise hors vétérinaire aussi. Hein. On a une progression qui se fait, une progression hiérarchique qui se fait d'office par le management et qui aujourd'hui est un non-sens parce qu'il y a des gens qui ont des très bonnes compétences et qui pourraient continuer à évoluer, mais qui sont des très mauvais managers ou simplement n'en ont pas envie. Donc c'est systémique en fait. Ouais, je suis tout à fait d'accord. Après, c'est intéressant d'avoir un manager qui connaît un peu le monde veto quand même, parce que on a un univers qui est un peu particulier, enfin, il faut le dire, qui est quand même un peu particulier. Mais après, je connais des deux exemples. Hein. Je connais des vétérinaires qui sont praticiens, qui sont de super bons managers. Je connais des vétérinaires qui sont plus praticiens, qui sont de super bons managers. Et je connais des non-vétos qui sont très bons managers. Je connais des ASV managers aussi. Bref, c'est en train de changer tout ça. Mais tant mieux. Et c'est bien. Tu penses refaire de la pratique un jour? Peut-être. Là, ce qui est sûr, c'est qu'avec Dr Patoun, ce sera, je pense, pas le cas, parce que vu la charge de travail qu'on a et les idées et les projets qu'on a, c'est pas, ça va pas être fini de sitôt, en tout cas la charge de travail. Comment dire, oui, peut-être parce qu'il y a certains aspects qui me manquent dans la clinique, et puis il y a quelque chose où là j'ai eu beaucoup de chance, c'est que contrairement à d'autres confrères et consoeurs qui ont quitté la profession, qui ont non seulement quitté la pratique, mais qui ont complètement quitté le monde veto, moi j'ai eu la chance de quitter la pratique, mais de rester dans le monde veto, et ce qui a fait que je me suis rendu compte que ce qui m'avait fait partir, c'était pas forcément la pratique en elle-même, mais c'était plus la façon dont elle était exercée et des problèmes qui étaient plutôt d'ordre managérial. Et donc voilà, je pense que j'ai eu la chance de rester et de pouvoir me rendre compte que en fait la clinique, si j'arrive à me construire des bonnes conditions de travail, peut-être que ça pourrait me plaire à nouveau, parce qu'il y a quand même certains aspects qui me manquent. Donc voilà, je pense, voilà, je sais pas, on verra, mais en tout cas je fais pas une croix dessus. Affaire à suivre. Et donc tu penses que c'est quoi les compétences requises, on va dire, pour ce que tu fais aujourd'hui? Je sais pas trop. On n'est jamais bon quand on doit parler de soi. Pour s'auto-évaluer. Je pense qu'il faut de la rigueur et de la motivation. De la rigueur dans le sens où quand on gère une équipe, il faut quand même que les choses soient claires, voilà. Je dirais de la rigueur dans le travail en général, et puis de la motivation, parce que en général, l'entrepreneuriat, ça va avec le fait de pas trop compter ses heures quand même. Donc je pense que ce qui est important, c'est ça. Et puis voilà, trouver du sens dans ce qu'on fait. Et par exemple, avec Dr Patoun, je sais que l'aspect écologie, ça, c'est vraiment très important pour moi, et je pourrais pas travailler dans une entreprise qui en tient pas compte. Et voilà, je pense que trouver du sens dans son métier, c'est un point très très important. Donc voilà, je sais pas si c'est les réponses que tu attendais. Si. C'est pas des compétences très des hard skills, on va dire, mais c'est plus arriver à se mettre dans un cadre de travail qui nous convient et qui nous motive en fait. Si, et c'est parfait, d'autant plus que ça me permet de reboucler vers une question que j'avais, que je me suis dit que je vais encore refaire un tour par des chemins sinueux, mais tu m'as tendu une perche, donc c'est très bien. Tu parles de justement ce côté sens, et je me posais la question tu vois, Dr Patoun, ça a une partie pratiquement associative, on va dire, sur certains de tes projets, et puis une autre partie qui est forcément qui est plus on va dire rémunératrice. Comment ça marche? Comment tu combines tout ça?
Alors en plus c'est intéressant que tu me poses cette question-là parce que Louveteau est pas une association, hein, je fais bien attention à le. Donc oui effectivement c'était une entité on va dire à but non lucratif. Là c'est en train de changer à partir de 2023. Là on est en train de rechercher des partenaires parce que c'était bien de vouloir rester indépendant sur Louveteau, mais en fait, on va pas assez vite que ce qu'on voudrait et on pourrait faire beaucoup plus de choses face aux besoins de la profession. Donc là, on est en train de s'orienter vers des partenariats. Donc l'objectif, ce sera pas de gagner de l'argent avec Louveteau, mais que ce qu'on gagne avec Louveteau reste dans Louveteau et aide juste Louveteau à se développer. Donc ça c'est en train de changer parce que le soutien de Dr Patoun c'est bien, mais on n'arrive pas à aller aussi loin en fait qu'on veut. On est une petite entreprise, on peut pas non plus passer du temps bénévole de toute l'équipe à la hauteur de ce qu'on voudrait. Donc voilà, c'est en train de changer. Et après l'objectif c'est que voilà, c'est ce que je t'expliquais. La partie modèle économique de Dr Patoun, c'est que chaque brique est à peu près autonome financièrement. Toute la partie, les 4 autres briques que Louveteau, c'est vraiment, forcément entrepreneurial, et à but lucratif. Louveteau, c'est un peu particulier, donc on va commencer à chercher des fonds, mais ça restera dans Louveteau en fait. Donc il y aura quand même une séparation qui sera faite entre les deux univers, entre les 4 univers. Oui, d'accord. Mais la partie lucrative, on va dire, elle vient nourrir, par exemple, le trophée Vetners Day et ma clinique Veto. Oui, ouais. Exactement, ouais, c'est ça. Et je dirais même que je le vois un peu différemment. Bon, après, on rentre dans les détails, mais chaque univers est pour moi autonome financièrement, sauf la partie propriétaire qui est pas encore financée, autofinancée, mais tous les autres sont autosuffisants. Et puis c'est pour le coup, c'était Dr Patoun Studio qui venait aider Louveteau jusqu'ici. Et donc ça va continuer, mais l'objectif c'est que Louveteau ne dépende pas que du temps, on va dire, dont dispose Dr Patoun Studio, et d'aller plus loin et plus vite avec d'autres gens. Je pense que quand on est plusieurs, on va plus loin. Donc, il est temps de le mettre en place pour Louveteau. Et c'est ça la suite alors pour 2023, le développement de Louveteau? T'as peut-être d'autres projets dont tu voudrais nous faire un teasing? Alors, on a plusieurs projets en tête. Un des gros axes sur lesquels on est en train de travailler aujourd'hui, c'est bien le développement de Louveteau, effectivement, et que Louveteau devienne indépendant financièrement, en fait, parce que tant que Louveteau est dépendant financièrement de Dr Patoun, ça fait qu'on peut le travailler sur le temps libre qui nous reste, entre guillemets, parce qu'il faut quand même qu'on fasse vivre toute notre équipe, parce que bon, le jour où il y a plus Dr Patoun, c'est clair ce sera plus difficile d'aider Louveteau. Donc l'objectif, voilà, c'est que Louveteau devienne indépendant financièrement. Et après, on a pour projet de développer la partie B2C, donc conseil aux propriétaires d'animaux. Donc ça, c'est un deuxième gros axe. Et puis après, de continuer à développer le trophée Vetners Day, ma clinique veto préférée. Et puis on a une autre idée d'événement original qui va voir le jour certainement en 2023. Mais bon, j'en parle pas encore tout de suite, c'est un peu. Mais voilà, l'objectif c'est de continuer à essayer d'améliorer les conditions d'exercice dans la profession. Et quand je dis profession, c'est pas que veto, c'est veto et ASV. Et de continuer à faire quelque chose qui nous motive au quotidien dans l'équipe en tout cas. Bon, bah, c'est super. Et merci pour ce teasing. J'ai hâte, du coup, de voir la suite de tes projets. Tu sais, je suis une grande fan. Merci. Avec plaisir. Quel conseil tu donnerais à la jeune Marie sortant? Je sais que c'est pas si loin, mais voilà, ça fait 3 ans déjà et je pense qu'il y a pas mal de chemin parcouru. Tu lui donnerais quoi comme conseil? Je lui dirais de s'accrocher entre guillemets, et puis si on s'accroche, je pense que on peut aller loin, et il faut pas se démotiver, et que parfois on peut voir des changements de direction dans sa vie. C'est sûr que quand j'ai pris la décision de mettre la carrière de praticienne veto entre parenthèses, bon, je pense que j'ai déçu certaines personnes de mon entourage qui étaient super fières d'avoir une veto dans la famille. Alors, je suis toujours veto, hein, mais parfois on me dit que je suis plus veto. Si, je suis veto toujours. C'est juste que je fais plus de pratique,
Mais bref, c'est de pas se mettre de frein et que parfois la route qu'on s'imagine qui est toute tracée, en fait, elle est plus sinueuse que ça, mais c'est pas forcément un mal. Au contraire, je suis très très contente de ce que j'ai fait jusqu'ici. Ça me passionne et je pense que c'est ça qui est le plus important, c'est de trouver un truc qui nous plaît. Et puis voilà. Oubliez peut-être tout ce qu'on nous dit sur le Saint Graal du CDI. Parfois, il faut prendre un peu des voies un peu plus dangereuses pour trouver ce qui nous plaît vraiment, mais voilà, ne pas forcément rester dans le chemin qui est tout tracé. Voilà, c'est ce que je lui dirais. Après, je sais pas si je m'écouterais, mais c'est souvent comme ça, d'ailleurs. Mais bon, ouais, c'est ça. T'as eu des doutes, j'imagine, pendant ces périodes où t'as quitté le métier de praticienne et comment tu les as, enfin, j'imagine, hein, tu vas peut-être me dire non, mais voilà, si t'en as eu, comment est-ce que tu les as gérés? Alors en fait, les doutes, ils ont commencé dès la 5A, parce que j'ai eu une 5A alors notamment avec les soucis de sommeil que j'avais, j'ai eu une 5A qui a été vraiment difficile avec des insomnies, des crises d'angoisse. Enfin, c'était pas drôle et je pense qu'il y a eu 3 ou 4 fois où je me suis dit pendant ma 5A, mais je vais arrêter en fait. Il faut que j'arrête parce que là, je suis en train de mettre ma santé en danger. Et je pense il y a eu 3-4 fois où je me suis dit je vais arrêter et puis c'est mon entourage qui m'a fait tenir et puis je pense que je me suis mis une pression aussi une pression sur moi-même en me disant non, ça fait 5 ans d'études, enfin t'es en train de faire ta 5e année plus 2 ans de prépa, si t'arrêtes t'as rien. Je me suis mis la pression pour continuer et après j'en suis très contente parce que heureusement que je sais pas ce que j'aurais fait si j'avais arrêté en 5e année. Donc ça j'en suis très contente et puis après pendant la pratique j'avais des gros doutes et puis j'avais quand même ce gros dilemme entre j'ai envie d'arrêter mais en même temps je me sens mal de quitter la profession alors que c'est compliqué pour tout le monde, pour tous les vétos, confrères et consoeurs, plus on est à quitter, plus forcément il y a de charges de travail pour ceux qui restent. Mais j'ai eu un déclic où alors déjà j'ai eu des vétos qui m'ont dit et je les remercie, qui m'ont dit ce qui comptait avant c'était ta santé. Et pour le coup, ça, c'était une véto qui travaillait avec moi en clinique. Et pour le coup, je pense qu'elle a quand même, elle a eu des conseils qui sont dignes d'un mentor parce qu'elle a pris du recul sur le fait que si je m'arrêtais, c'était sur elle que ça allait être retombé. Et elle me disait quand même de m'arrêter si j'étais pas bien. Donc, je pense qu'il faut quand même faire passer sa santé en premier parce que si on n'est pas bien soi-même, on peut pas aider les autres et faire notre métier correctement, je pense, et soigner les animaux. Donc voilà, il y a un gros dilemme que j'ai eu dans mon doute, c'est est-ce que je quitte, mais en même temps je me sens trop mal de quitter vis-à-vis des confrères et consoeurs qui restent. Mais en même temps, j'essaye de les aider du mieux que je peux maintenant avec Dr Patoun et Louveteau. Donc voilà, j'ai réussi, je pense, à passer outre ces doutes. Et puis la culpabilité, on est souvent très fort pour culpabiliser, mais ça fait pas avancer grand-chose. Donc il faut essayer d'avancer et de faire du positif du mieux qu'on peut autour de nous, je pense. Donc voilà, et je pense qu'on n'est pas seul dans ce cas-là à avoir des doutes sur le fait de quitter et puis de se sentir mal vis-à-vis de son cercle déjà très très étroit au sein de la clinique et puis après du cercle plus général de la profession. Mais il faut s'écouter, je pense, et faire passer sa santé avant. Très justement dit. Merci pour ce partage. Est-ce qu'il y a autre sujet que tu voudrais aborder tant que tu as la parole sur Veto Micro? Écoute, non. Comment dire, ça me semble déjà très complet. Et à part donner plein de ondes positives aux vétérinaires et ASV qui sont en pratique aujourd'hui et pour qui c'est pas forcément très simple. Voilà, leur donner plein de courage, leur dire que ils sont pas seuls et qu'on est plein à essayer de les aider au quotidien pour leur faciliter le travail. Et toi, Sophie, c'est pareil, t'en fais partie, donc tu sais ce que c'est. Mais voilà, ce message-là, et puis leur dire que voilà, tout n'est pas noir. Il y a plein de gens qui sont très épanouis en étant véto ou ASV, et ça je te le dis d'autant plus facilement aujourd'hui que on a lancé le prix Ma Clinique Véto Préférée la semaine dernière, donc c'est tout frais. Et en fait le principe c'est de
donner envie aux clients de laisser plein de commentaires positifs en fait, enfin plein de commentaires à leur équipe soignante, et il se trouve que tous les commentaires sont super positifs. Et il y a aussi des commentaires, et je pense que c'est ceux qui m'ont plus touchée, des commentaires de Veto et d'ASV qui remercient leur équipe d'être là pour eux, qui remercient tout le positif que leur apporte leur équipe et leur travail. Et ça, on l'entend pas assez, je pense, sur les réseaux sociaux notamment. Mais voilà, ça fait très plaisir de voir ça. Il y a des commentaires qui m'ont vraiment beaucoup touchée, notamment un qui disait, alors je l'ai plus mot pour mot, mais qui remerciait l'équipe parce que elle avait jamais vu sa maman aussi heureuse, ou bref, qui est beaucoup plus heureuse maintenant dans cette équipe. Donc j'ai trouvé ça vraiment très touchant, et ça fait plaisir de voir ça. Ça fait un petit boost de positivité, c'est chouette. Super. J'en ai des frissons. Bah ouais, c'est moi aussi quand j'ai lu ça, j'avais les larmes les larmes aux yeux, c'est très émouvant. Bon, super. Bah, sur cette note positive, je pense qu'on est prêt à clôturer. Est-ce que je peux te demander, par contre, si les gens veulent te contacter, oui, si tu es d'accord, comment est-ce qu'ils font? Ouais. Alors le plus simple, c'est d'avoir mon adresse mail, marie@drpatoun.com. Et puis que ce soit pour toutes les questions, parce que de toute façon mon adresse Louveteau est redirigée sur celle-ci, donc maintenant c'est celle qui gère un peu tout, qui chapeaute tout, donc avec plaisir. Et je suis plus réactive par mail que par téléphone, donc je confirme. Voilà. Oui, c'est vrai, t'en as fait les frais pour le rendez-vous, donc oui, je serai plus réactive j'essaye de couper mon tel au max, donc je suis plus réactive par mail. Et avec grand plaisir pour répondre à vos questions, ou si vous avez des questions, des choses à dire, avec grand plaisir. Bon, merci beaucoup Marie. Et oui, je vous encourage tous à aller suivre Dr Patoun sur les réseaux sociaux. Il y a plein de choses très sympas à voir et à déguster. Donc merci beaucoup Marie. Marie, merci pour ce que tu fais. Merci à ton équipe. Et peut-être rendez-vous dans un an pour entendre la suite de tous tes projets. Avec plaisir. Merci en tout cas pour cette interview. Merci à toi. Bye bye. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager à vos amis, à vos collègues, à tous les vétérinaires que ça peut intéresser, et ou à lui laisser 5 étoiles. Ça aide vraiment ce podcast à se faire connaître et à se développer. Il me reste à vous souhaiter une très belle journée, et surtout prenez soin de vous, de votre famille, de vos collègues et de vos patients.